Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis Marion Valère et je travaille à la mairie de Paris en tant que conseillère urbanisme et attractivité de Jean-Louis Missica, qui est l'adjoint à la maire. Et donc, dans mon travail, j'ai une grande chance, c'est que je rencontre plein de porteurs de projets passionnants qui essayent de faire bouger les choses dans l'immobilier. Et donc, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est tout simplement de partager avec vous ces expériences, ces projets qui aident à faire bouger les lignes, parce que je pense qu'on a tous besoin d'entendre des récits, à la fois individuels et collectifs, qui montrent qu'on peut faire autrement dans l'immobilier. Alors moi, je travaille à la mairie de Paris depuis 4 ans environ. J'ai eu la chance de travailler sur l'appel à projets innovants Réinventer Paris. Donc lorsque je suis arrivée, c'était mon premier poste, j'étais assez naïve, je ne connaissais pas grand-chose à l'immobilier. Et puis j'ai découvert assez vite certaines choses qui m'ont frappée, notamment bien sûr les chiffres de l'impact écologique de la construction. J'ai découvert que la construction représentait à peu près 25% des émissions de CO2 dans le monde, que le ciment représentait à lui seul 5% des émissions de CO2 dans le monde. J'ai découvert qu'une ville comme Paris avait une autosuffisance alimentaire de 24-48 heures. Voilà, toutes ces questions, elles sont angoissantes. Et puis à côté, il y a tous les projets qu'on voit. Et puis collectivement, je pense que souvent on se dit que c'est pas toujours satisfaisant ce qu'on produit urbainement, qu'on va pas assez vite en termes environnementaux, mais aussi en termes sociaux, qu'on ne va pas assez vite pour créer des communautés plus résilientes qui permettront de créer des liens pour aider aussi dans la lutte contre le changement climatique, de créer bien sûr aussi plus de logements sociaux, d'hébergements d'urgence pour des migrants. Et du coup, face à toutes ces questions, on a vu des réponses. Alors moi, à mon petit niveau, j'ai vu beaucoup de réponses dans Réinventer Paris. J'ai vu 374 projets incroyables. Et du coup, après, forcément, on se pose la question, pourquoi est-ce que tous les projets ne sont pas incroyables? Pourquoi est-ce que tous les projets ne sont pas porteurs de transition? Alors j'ai commencé à demander aux architectes, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de projets plus écologiques, plus ouverts sur la ville? Et en général, ils m'ont répondu, c'est la faute des promoteurs, de toute façon, ils comprennent rien, ils nous donnent pas assez d'argent, ils sont nazes, voilà. Puis après, j'ai demandé aux promoteurs, pourquoi vous faites pas un peu plus? Ils ont dit, regardez, vous, la ville, vous nous vendez les terrains trop chers, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et puis en plus, vous nous mettez trop de règles. Puis après, j'ai demandé au bureau d'études, ils m'ont dit, de toute façon, nous, on décide rien, donc voilà. Donc sur cette base qui est en partie vraie et en partie fausse, je me suis dit en fait la seule chose qu'on peut faire c'est que chacun à son petit niveau fasse bouger des rouages. On a tous un rôle à jouer à notre niveau, on peut tous rendre les projets meilleurs. Nous, à la ville de Paris, le petit rouage qu'on a essayé de faire bouger, c'était de plus vendre nos terrains aux enchères, mais de les vendre aux meilleurs projets. Ce qui était à la fois une petite chose et qui a eu un énorme impact, puisqu'on a fait émerger, on a aidé tout un écosystème à se structurer, à rentrer dans des projets immobiliers alors qu'ils n'y avaient pas forcément accès avant. Et donc, forte de cette expérience, j'ai vu que voilà, dans toutes les professions, on peut faire bouger des petits rouages, qu'on soit architecte, promoteur, agriculteur, etc. Et puis bien sûr, au-delà de toutes ces professions classiques, je pense qu'on a vraiment besoin de nouveaux entrants qui ont d'autres professions, qui ne sont pas les professions classiques de la ville, mais qui sont celles d'agriculteurs urbains, d'activateurs de lieux. Et finalement, c'est aussi tous ces gens qui jouent un rôle essentiel dans la fabrique de la ville et que je veux faire intervenir aujourd'hui. Donc, notre premier intervenant, c'est la seule personne que je connaisse actuellement qui se fascine pour le réemploi des urines. Donc il vous en parlera, c'est assez incroyable. Moi, ça m'a quand même ouvert pas mal de perspectives quand il m'en a parlé. Il faisait de l'agriculture quand c'était pas du tout à la mode. Il faut se rappeler que aujourd'hui tout le monde dit ah oui, l'agriculture urbaine, tout le monde en fait, les salades, tout ça. Lui, il en a fait au début en fait, il y a je sais plus combien d'années, mais 6 ans. Il a commencé sur le toit d'AgroParisTech.
Et il a eu pas mal d'installations en Île-de-France. Et il a vraiment été pionnier de cette question. Donc je pense que c'est très intéressant de l'entendre sur son expérience et puis sur ses nouveaux projets. Donc je passe la parole à Nicolas Bell, qui est le fondateur de Topager. Bonjour, merci beaucoup pour la... Tac, tac, tac. Donc oui, moi à la base, je suis ingénieur en mécanique, pas du tout agronome. Je me suis mis à travailler, j'ai travaillé comme ingénieur. J'ai passé l'agrégation de mécanique et je me suis mis à enseigner l'éco-conception. J'ai fait aussi une entreprise de consultation et d'innovation où j'ai par exemple créé une exposition dans le technocentre de Renault. Et le biomimétisme, c'était comment est-ce qu'on peut imiter des organismes vivants pour mieux innover. Par exemple, une combinaison de nageurs qui imitent la peau des requins. Alors tout ça, c'était passionnant, seulement à chaque fois, c'était très anecdotique au niveau du développement durable. Et du coup, je me suis un peu inspiré d'un livre Biomimicry, l'innovation inspirée par la nature, qui parlait d'imiter des écosystèmes. Et il y a tous ces exemples d'agriculture dans l'agroécologie où on essaie d'imiter des écosystèmes pour mieux produire, qui étaient fascinantes. Et je me suis dit, mais en fait, la ville, c'est un aspirateur à ressources et ça rejette énormément de déchets. Comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir une ville qui imite un écosystème? Donc une première réponse, ça a été d'essayer de cultiver sur les toits de façon différente. Pourquoi on a à peu près un tiers de nos déchets qui sont des déchets organiques qu'on peut transformer en compost, mais on n'a pas la place pour les valoriser en ville, et pourquoi pas essayer de les valoriser sur les toits? Donc on est venu proposer ce projet à AgroParisTech, on a travaillé avec l'INRA et le Muséum national d'histoire naturelle, et on en a déduit du coup le biomimétisme suivant 3 piliers. Le premier pilier, c'était celui de transformer les déchets locaux en ressources, puisque dans un écosystème, en fait, tout excrément d'un organisme sera un intrant pour un autre organisme. Le deuxième pilier, ça a été d'imiter l'écosystème d'un sol vivant. Sur un toit, vous avez des sols qui sont très peu épais, très drainants, donc l'eau traverse facilement ces sols et peut dissoudre tous les nutriments qui sont dedans, comme par exemple l'azote, qui est le principal nutriment qui nourrit les plantes. Donc cet azote, pour éviter qu'il parte, les vers de terre ils peuvent contribuer à créer de l'humus, et cet humus retient mieux les nutriments, retient mieux l'eau, et donc on a beaucoup moins de pertes, d'une part pour les plantes, parce que quand on fait des toitures sauvages de sédum, c'est pas très grave si on perd des nutriments. Quand on cultive des tomates, des potirons et autres, ils en ont besoin de beaucoup plus. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que ces nutriments qu'on va perdre par lessivage, ils vont donner une charge supplémentaire pour les stations d'épuration, qui doivent du coup traiter cet azote. Donc par rapport à ces enjeux, on a été les premiers, on a fait une publication à mettre en évidence ces résultats, qu'on arrivait vraiment à créer de l'humus avec les vers de terre sur des toits et que ça pouvait contribuer du coup à limiter ces pertes. Et puis enfin, la troisième vision, c'était de maximiser les services écosystémiques que peuvent rendre les toitures. La rétention des eaux de pluie, on la connaît très bien, c'est en train de la réglementation, mais aussi par exemple par le rafraîchissement. Quand on a une toiture classique extensive de sédum, l'été c'est tout sec, ça rafraîchit rien du tout. Quand on a une toiture potagère qui est irriguée et où les plantes comme les tomates, les haricots sont plus abondantes quand on est au mois de juin, juillet, août, là on va avoir beaucoup d'évaporation, beaucoup de rafraîchissement. C'est un peu comme un homme qui sue, une plante qui évapore, rafraîchit. Donc voilà à peu près les 3 services. Donc on a eu la chance d'avoir un premier client, le directeur de l'hôtel Tour Eiffel, qui est clairement quelqu'un de très audacieux, qui a décidé de transformer tout son projet paysager quand il rénovait son hôtel. Il a fait appel à nous pour faire un potager. Et du coup, on a appliqué tous ces principes. On composte les déchets de cuisine sur place, on cultive pour les cuisiniers, et on a des tas de techniques. Par exemple, tout autour du jardin, on a des haies qui vont abriter les auxiliaires du potager, par exemple les coccinelles qui mangent les pucerons, et ça va permettre du coup d'avoir une espèce de régulation naturelle. Donc voilà, c'est un peu l'agroécologie appliquée à un projet en pleine ville d'agriculture urbaine. Donc une fois qu'on a réalisé ce premier projet, ça nous a donné une bonne référence pour en faire beaucoup d'autres. Donc actuellement, on a à peu près 20 personnes, avec un pôle recherche, donc on a continué à expérimenter sur l'ancienne usine des eaux d'Ivry, beaucoup d'autres solutions pour faire des substrats à partir de matériaux recyclés.
de la ville. Ensuite, on a participé à des projets de recherche comme Ecoville avec le CNRS et le muséum pour voir comment est-ce que la végétalisation des murs et des rues peut contribuer à la résilience urbaine. On a conçu et réalisé des jardins partagés, des jardins thérapeutiques. Là, au cœur de Nantes, on est en train de faire un quartier entièrement comestible, où les espaces verts sont entièrement comestibles, donc des arbres fruitiers ou des arbres d'alignement, des parterres de fleurs comestibles ou des parterres de fleurs classiques, etc. Et puis, donc nous, on fait à la fois la recherche, la conception, la réalisation sous forme de travaux et surtout l'exploitation des sites, en faisant des animations pour que les jardins partagés soient pris en main, en cultivant, là, par exemple, comme sur les toits de la grande épicerie de Paris, pour alimenter directement le restaurant en produits frais, ou bien en créant des espaces de biodiversité, là où on les attend le moins, sur le moindre petit recoin. Et puis on crée par exemple des nouveaux types de murs végétalisés en terre cuite. Vous voyez en haut là, c'est rue de l'Est, qui ont l'avantage d'être beaucoup plus faciles à entretenir que des murs comme ceux du musée du Quai Branly. Et puis là, on a même un mur en matériaux recyclés en haut en blanc là, qui est le Vego, qui s'embile comme des briques de Lego, qui est beaucoup plus économique et très résilient. Pour ces types de murs, il faut à peine 2 à 4 interventions par an pour pouvoir les entretenir. Voilà. Et je vais juste vous parler un peu plus d'un projet phare parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est celui de l'Opéra Bastille. On récolte 6 à 8 tonnes par an de produits frais sur les toits de l'Opéra, sur 2500 mètres carrés. Et là, on a justement le gros challenge de l'agriculture urbaine, c'est vraiment d'avoir un équilibre économique sans subvention, parce qu'on n'est pas en zone agricole, on ne peut pas en bénéficier. Donc là, on distribue des paniers aux salariés à raison de 10 € par semaine sous forme d'abonnement. Ils ont un panier avec à chaque fois des produits assez exceptionnels, puisque les tomates, nous, on peut les récolter vraiment à maturité, donc elles sont molles, elles sont quasi intransportables. Donc grâce à la distribution directe, on peut les donner, mais vous avez des tomates vraiment de qualité potager de maison, ce que vous ne trouverez jamais dans le commerce, y compris dans les meilleures épiceries, parce qu'elles sont intransportables dans ces cas-là, elles arriveraient un peu dégradées. Donc on propose comme ça énormément de produits de qualité, on est en train d'étudier vraiment cet équilibre économique. Et on a dû improviser à faire des systèmes de culture très innovants, puisque là on a à peine 10 cm en bas et 20 cm en haut. Et en fait, on ne peut évidemment pas percer l'étanchéité. Donc on a imaginé des systèmes de planches où on peut accrocher des tuteurs avec des haubans, où on peut l'hiver les transformer en voiles d'hivernage avec des arceaux qu'on met dans des petits trous dans les planches. Et tous ces systèmes, à la fois très légers, sont aussi très efficaces. Et du coup, on arrive à très bien produire. Et je vais juste vous parler un peu du houblon. Si vous passez rue Lyon, vous voyez un peu notre houblonnière là, qui est plus ou moins en hivernage. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que le houblon, il va beaucoup pousser dans les mois de juin, juillet, août. Il va beaucoup évaporer, donc beaucoup rafraîchir. Et en plus, il est très gourmand en azote. Donc, il va pouvoir consommer ce compost ou même potentiellement de l'urine. Et là, par exemple, sur le toit de l'Opéra Bastille, on va consommer à peu près 20 mètres cubes de compost par an, ce qui contribue à digérer 100 tonnes de biodéchets. Pour l'instant, on prend ce compost dans des plateformes qui sont en périphérie des villes, de Paris, pardon, parce qu'on n'a pas encore de système de compostage performant qui permet de produire de grosses quantités en ville, mais on pense que ce serait vraiment pertinent, avec toutes des nouvelles technologies comme les développent les alchimistes au grand voisin de composteurs électromécaniques qui peuvent composter sur des toutes petits volumes, toutes petites surfaces. Et du coup, on a créé on a été lauréat de Réinventer la Seine sur le projet Usine des eaux à Ivry-sur-Seine, où on travaille avec l'architecte Wang Shu. Donc j'ai eu la chance, comme on était sur centre expérimental, évidemment, tous les promoteurs voulaient nous avoir dans l'équipe. Donc j'ai eu la chance de pouvoir imposer aux promoteurs un programme hyper ambitieux d'économie circulaire. Enfin, imposer, je suis filmé. Et du coup, toutes les constructions sont en terre crue, qui sont issues des déblais du Grand Paris. Donc là, on a vraiment ce côté à la fois écologique dans la construction et écologique dans le futur démantèlement, puisque à détruire, ce sera très facile. Et la terre, une fois qu'on rajoute de l'eau, eh ben, on peut tout de suite recultiver dessus. Et là, on a plus de 10 000 m² de maraîchage et plus de 6 000 m² de jardin partagé. Donc les toitures sont vraiment valorisées au mieux. Et puis là, on va installer un composteur électromécanique qui sera capable de digérer tous les déchets organiques du site et de les réutiliser pour les cultures. Donc là, on réintroduit une vraie économie circulaire à l'échelle d'un quartier. Ceci m'a poussé à créer une deuxième société, qui est Evolup,
qui s'est spécialisé vraiment dans ce côté économie circulaire en phase d'exploitation. Moi, je ne vais pas m'intéresser, comme énormément de constructeurs, à comment est-ce qu'on peut recycler les matériaux de chantier, etc. Tout ça, c'est très intéressant, mais je pense qu'il y a plus cette thématique à développer, qui est celle de comment est-ce qu'on va gérer l'économie circulaire en phase d'exploitation, en s'appuyant sur toute l'expertise qu'on a eue avec Topagé, en concevant, réalisant, mais aussi en exploitant. Donc là, l'ambition, c'est de proposer pas juste des solutions d'exploitation, mais de les conduire, de les piloter, de les mettre en œuvre en s'appuyant sur l'écosystème local d'insertion. Donc là, vous voyez ce composteur. Hein. Ça ressemble un peu à une œuvre d'art contemporain, mais je ne vais pas l'expliquer dans le détail. Il y a le composteur qui va donc récupérer tous les déchets organiques du site, mais un déchet organique frais, ça a besoin de matières structurantes, riches en carbone. Donc pour ça, on va récupérer par exemple le bois massif du Fab Lab, qu'on va trier du bois aggloméré pour servir de structurant. On va récupérer aussi de tous les bassins filtrants qui sont sur le site, on va récupérer le roseau, ce sera de l'autre structurant. Du coup, on va pouvoir produire un compost uniquement avec les ressources locales. Et puis, on va aussi récupérer, bien sûr, des eaux pluviales. On va aussi travailler sur les déchets solides pour beaucoup mieux les trier. Et l'ambition sur ce projet, c'est de passer de 14%, qui est à Évry-sur-Seine le taux de recyclage de référence, 14% aujourd'hui, à 80% dans notre projet. Quand j'ai déjeuné avec le directeur général du SICTOM, au début, il me disait c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Je vais montrer si on va installer des bioseaux au cœur de la cuisine, un système de lavage hyper pratique dans le local poubelle pour ces bioseaux, etc., etc. Il m'a fait ah oui, si vous allez jusqu'au cœur du logement, dans votre cahier des charges, alors je pense que ça peut changer les choses, avec aussi beaucoup de sensibilisation, etc. Donc ce programme très ambitieux, on le porte. Et puis là, on a aussi du coup porté la valorisation des urines. Hein, ce qui m'a amené à me passionner pour ça, c'est que l'urine contient à peu près 80% de tout l'azote qu'on rejette. L'azote, c'est le nutriment principal des plantes. Et quand on regarde sur toute la région Île-de-France, au final, 55% de tout l'azote qui sort, c'est par nos urines. Donc c'est assez hallucinant de voir la proportion de ce nutriment qu'on concentre dans l'urine. Or, l'urine est stérile. Et l'engrais azoté demande énormément de consommation d'énergie. C'est très peu connu, mais il y a plus de 1% de la consommation mondiale d'énergie qui sert à fabriquer nos engrais, puisqu'on l'extrait de l'air sous très haute pression. Cet enjeu, il est colossal, parce que ça veut dire finalement toute notre alimentation est vraiment dépendante des énergies fossiles, puisque sans ça, on n'a pas l'engrais qui fournit actuellement 90% des intrants en azote, enfin l'engrais de synthèse, par rapport au compost et autres. Ensuite, on a tout notre système d'alimentation, de culture, de production alimentaire et de stations d'épuration. Et à la fin, les stations les plus performantes rejettent quand même 20% de l'azote dans l'écosystème. Pour ça, à Paris, on utilise 40 000 tonnes de méthanol, qui est un hydrocarbure, uniquement pour les bactéries puissent digérer cet azote. Et on rejette des quantités incroyables d'oxyde nitrique dans l'atmosphère, qui sont des gaz très impactants pour l'effet de serre. Donc, il y a très peu de communication dessus, mais notre système est très, très impactant au niveau, à ce niveau-là. Et bon, tout le monde parle d'éteindre la lumière et de trier ses déchets plastiques, mais personne n'évoque, et il n'y a aucune politique publique actuellement qui est vraiment poussée pour l'azote. Donc j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir un soutien politique pour mes idées, mais encore fallait-il qu'il y ait la technologie. Actuellement en Suisse, il y a ce produit-là, c'est un engrais à base d'urine, il y a à peu près 15 litres d'urine là-dedans, qui a à peu près les mêmes caractéristiques que l'engrais classique que vous achetez pour votre plante chez Truffaut. Et cet engrais, en fait, on le produit grâce à un bioréacteur qui va stabiliser les nitrates. Ensuite, on va filtrer tout ce qui est antibiotiques, etc., avec un filtre à charbon. Et ensuite, on va le distiller pour produire ce fertilisant. Donc, cette technologie est actuellement disponible à bas coût. Et l'idée, c'est de la faire monter à très haute... pour pouvoir traiter de très grandes quantités sur le projet de ZAC Saint-Vincent-de-Paul, pour lequel je travaille actuellement, où je suis en train de rédiger des cahiers des charges pour les immeubles, puisque le comité de pilotage a validé 100% de récupération d'urine à Saint-Vincent-de-Paul. Et du coup, on a des toilettes à séparation ou des urinoirs secs qui finalement modifient très peu les usages, qui aujourd'hui sont très faciles d'entretien et qui demandent quand même un peu d'adaptation. Certains parlent de révolution anthropologique, où les hommes devront uriner assis. Après, il paraît qu'avec le portable, ça se fait de plus en plus. Mais en tout cas, voilà. C'est des fois des impacts de la technologie qui sont assez positifs. Et après, ce projet, il est fascinant, mais il est extrêmement complexe, puisque évidemment, on a besoin de soutien politique très fort, parce qu'il faut bouger des institutions qui n'ont pas forcément l'habitude de bouger. Il y a évidemment les aménageurs qui trouvent ça intéressant, mais qui trouvent ça aussi une contrainte de plus parmi les milliards de contraintes qu'on leur pose. Il y a le service public d'assainissement qui se dit « mais là, on est en train de me prendre une compétence qui est à moi,
attention, avec beaucoup de gens, bon, bien sûr, dans tous ces services-là, il y a des gens qui essaient de pousser ça, mais aussi beaucoup de gens qui résistent en voulant absolument faire les choses classiques. On doit travailler avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation parce qu'il faut autoriser l'engrais dans les champs. Il faut travailler avec la Commission européenne puisque la seule façon d'avoir un système viable économiquement à terme, c'est de le faire accréditer à l'agriculture biologique. Et il faut travailler avec les chercheurs puisqu'on est vraiment dans un domaine où on passe de la recherche à l'application concrète. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, on va passer à une autre présentation. Je pense que quand on parle d'innovation, c'est toujours intéressant de regarder ce qui s'est fait ailleurs. Et moi, quand j'étais étudiante, j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup marquée. J'étais en voyage d'études à Johannesburg et j'ai découvert un quartier qui s'appelle Maboneng, qui est en fait un des seuls quartiers mixtes racialement dans le centre de Johannesburg et qui a été développé en grande partie par un promoteur. Et en fait, j'ai découvert que ce quartier était beaucoup plus avancé que plein de quartiers que j'avais vus en France sur le plan de l'espace public, de la communauté, de la mixité d'usage. Et en fait, une des raisons pour cela, c'est Alice qui s'occupait de ce quartier, qui avait insufflé énormément d'énergie et qui prouvait qu'un promoteur privé pouvait créer vraiment beaucoup d'intelligence collective. Et donc depuis, elle est revenue à Paris. Et donc, voilà, elle va vous partager son expérience à la fois de l'Afrique du Sud et de ce qu'elle fait actuellement en France. Bonjour à tous, je m'appelle Alice Cabaret et j'ai fondé The Street Society. C'est une agence collaborative pour l'innovation dans les domaines de l'immobilier et de l'urbanisme. Agence collaborative parce qu'elle est structurée autour d'une équipe permanente et d'un réseau de 38 personnes à travers le monde, des architectes, des urbanistes, mais aussi des designers, des artistes, des chercheurs, avec qui on collabore sur certains projets. Il y a aussi un collectif ami qui s'appelle City, et City, on s'intéresse vraiment au lien entre neurosciences et urbanisme. Donc c'est un fonctionnement assez ouvert, collaboratif, et on accompagne des acteurs de l'immobilier, donc promoteurs, architectes, grandes organisations, dans la conception de projets immobiliers urbains innovants. On fait de la stratégie, de la programmation. On réalise aussi des études prospectives sur certains sujets clés. Et on organise aussi des ateliers. Et on a développé des outils pour justement changer les manières de faire dans l'immobilier. Et c'est quelque chose, je dois dire, qu'on fait avec beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme. Et je pense tout simplement parce que beaucoup des personnes qui font partie du collectif, et moi compris, on a vécu des expériences urbaines qui nous ont prouvé qu'il était possible de faire les choses différemment. Et une de ces expériences urbaines que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, et comme on n'a pas beaucoup de temps, ça va être vraiment la présentation là-dessus, c'est le Maboneng Precinct à Johannesburg. C'est la transformation d'un quartier industriel à l'est du centre-ville de Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est un pays dans lequel j'ai habité 5 ans. Johannesburg, c'est une ville de contraste, c'est une ville de frontières, avec vraiment des formes urbaines extrêmes. Comme vous pouvez le voir, avec des formes urbaines de township, bidonville, et de l'autre côté, des formes plus gated communities, de communautés enclavées. En parlant de communautés enclavées, voici là où j'ai habité les premiers mois après être arrivée à Johannesburg. C'est le Morningside Village Estate. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un fabuleux pastiche toscan. C'est vraiment un village factice qui est entouré de barbelés. Et dans mon trousseau de clés, j'avais au moins 8 clés pour pouvoir rentrer chez moi. Donc très vite, j'ai voulu quand même explorer la ville, pouvoir m'y déplacer. Et en fait, c'était pas facile du tout, parce que dès que j'essayais de marcher dans la rue, des gens en voiture s'arrêtaient et me demandaient si j'avais un problème, qu'est-ce que je faisais dans la rue, pourquoi je marchais, s'ils pouvaient m'aider. Donc ça m'a fait réaliser à quel point Johannesburg, c'était vraiment une mosaïque de mondes séparés. Et je pense qu'il y avait vraiment un désir collectif de la part des gens qui habitaient à Johannesburg de voir émerger une alternative urbaine, un endroit tout simplement où les gens puissent marcher, se rencontrer, et toutes sortes de gens,
Et aussi, et je pense que c'est important, un endroit où les gens n'aient pas peur, parce qu'il y a forcément la perception de la criminalité à Johannesburg, c'est pas seulement une perception, c'est une réalité aussi, mais un endroit où on puisse être et vivre librement, sans avoir peur. C'est pour ça que j'ai rejoint une équipe qui était de 4 personnes au début, qui était constituée par un jeune Sud-Africain qui voulait vivre différemment. Et il avait constitué cette microstructure de promotion immobilière qui n'en était même pas une, à vrai dire, parce que le simple projet qui existait à l'époque, c'était Hearts on Main. Donc ce bâtiment-là, dans ce quartier industriel de Johannesburg, c'était un quartier industriel à 80% abandonné. C'était aussi un quartier, il faut le dire, je pense que c'est important, qui était inscrit dans un territoire qui était réputé comme étant la no-go zone de Johannesburg en termes de criminalité, avec des très très mauvaises perceptions. Ce bâtiment-là, il a ouvert, il était fait d'un ensemble de galeries, studios d'artistes, restaurants, jardins partagés, avec un marché hebdomadaire. Et ce marché hebdomadaire, il a joué un rôle très important dans le développement du quartier, parce que des jeunes générations de Sud-Africains qui avaient habité vraiment toute leur vie à Johannesburg n'étaient jamais allés dans le centre-ville. Et ils redécouvraient le centre-ville de Johannesburg, qui a très mauvaise réputation, grâce justement à ce projet. Et en fait, très vite, on a eu des demandes de la part de personnes très différentes pour des espaces de travail ou des logements dans ce quartier qui commençait tout juste, à naître dans un certain sens. Donc, on a développé des immeubles mixtes, transformé ces bâtiments industriels complètement abandonnés en logements, et différents types de logements avec des rez-de-chaussée actifs. Et en fait, c'est allé très vite, parce que moi j'ai passé 3 ans donc, à la stratégie de développement du quartier, avec cette équipe qui est passée de 4 personnes à 40 personnes. Pareil en termes de nombre d'immeubles qui ont été acquis pour transformation ou transformés. Et le Maboneng Precinct, c'est le nom qu'on lui a donné, petite parenthèse, parce qu'une artiste un jour a fait une installation artistique sur un des toits du quartier. Elle a écrit un mot géant, Maboneng. Et Maboneng, en Sotho, ça veut dire lieu de lumière. Donc, on a décidé d'appeler ce quartier Maboneng, puisque c'était un quartier qui n'avait vraiment pas de nom. C'est intéressant de voir que le nom est arrivé après. Donc aujourd'hui, Maboneng, c'est un ensemble de logements, de bureaux. Il y a eu un travail fait sur les espaces publics, de restaurants. En termes de logement, la stratégie, c'était de créer un maximum d'options de logement très différentes, de la résidence étudiante au loft de 250 mètres carrés, avec des formes d'hébergement aussi un petit peu atypiques, et puis des hôtels, dont un développé avec l'architecte David Adjei. Mais aussi des infrastructures, une école, un musée, un skatepark fait par Skateistan, et puis tout un ensemble de systèmes et d'interventions dans l'espace public, justement pour créer un espace sans barbelés dans lequel les gens puissent tout simplement vivre et vraiment offrir une alternative urbaine à Johannesburg. Et je pense que c'est très important de dire que, et je vois vraiment, enfin je le rationalise en rétrospective, notre stratégie, ça a été vraiment de donner une impulsion, de créer des plateformes qui ont ensuite été investies par la communauté. Et cette communauté, elle était au départ vraiment constituée d'artistes. On a travaillé d'ailleurs avec certains artistes directement à la conception de logements, donc par exemple avec Remède sur une résidence étudiante. Et aussi beaucoup d'entrepreneurs qui étaient dans le quartier, donc faisaient partie de cette communauté. Et on a développé des programmes vraiment sur mesure d'accompagnement au développement d'initiatives entrepreneuriales. Parmi ces initiatives entrepreneuriales, une des histoires qui est assez incroyable, c'est celle de Becky, qui était un serveur dans un des premiers restaurants créés dans le quartier. Et un jour, Becky est venue voir l'équipe et a proposé un plan de création d'un backpackers, donc d'une auberge de jeunesse, dans le quartier. Il a obtenu un immeuble pour pouvoir démarrer son activité, donc pendant 2 ans, gratuitement, puis aussi une subvention d'investissement pour qu'il puisse démarrer cette activité. Et aujourd'hui, il ouvre des backpackers partout en Afrique du Sud et il est même propriétaire de 3 immeubles dans le quartier. Donc ça, c'était pas forcément une stratégie qui était énoncée d'avance, c'est vraiment de l'accompagnement cas par cas qui s'est effectué, mais qui en fait a eu des résultats vraiment géniaux, notamment avec aussi des entrepreneurs dans les domaines de la restauration par exemple.
Un autre outil, et c'est le dernier pour le développement du quartier, ça a été le laboratoire éphémère d'innovation urbaine Grind, que moi j'ai dirigé dans des espaces pré-développement. Et l'idée de ce laboratoire d'innovation urbaine, c'était de pouvoir interroger l'impact positif et négatif du développement de ce quartier sur tous les quartiers alentours. Et le fonctionnement, c'était un peu comme un fonctionnement de résidence urbaine, où on donnait des espaces de travail gratuits à des jeunes étudiants, ou des jeunes professionnels. Et ils pouvaient utiliser cet espace pendant 2, 3, 6 mois et développer leurs projets d'expérimentation urbaine dans le quartier. Donc il y avait des projets d'installation artistique, de développement de business, de mobilité, de mobilier urbain. Et en fait, on avait vraiment une logique de porte ouverte, littéralement. Notre porte était ouverte à tout le monde et c'était un outil assez incroyable de développement du quartier. Ce qui m'amène à des pistes de réflexion pour une ouverture. En fait, moi, c'est vrai qu'il y a 3 notions que j'ai retenues de cette expérience en Afrique du Sud. Et ces notions-là, à mon avis, ça peut être des pistes de réflexion assez intéressantes pour notre sujet aujourd'hui, qui est l'immobilier en transition. Et d'ailleurs, faut-il parler de transition ou de révolution? Je me permets de dire révolution parce que, déjà, il y a une urgence environnementale à faire quand même les choses différemment en termes de développement immobilier. Et de 2, c'est un mot que je trouve intéressant parce que révolution, ça évoque justement ce renversement d'un système de valeurs avec de nouvelles valeurs qui pourraient infuser le secteur du développement urbain. Parmi ces valeurs-là, c'est fondamentaux en fait, dans un certain sens, mais qu'on a à mon avis oublié, il y a la valeur d'imagination. Parce que je pense qu'il faut avoir le courage d'imaginer dans un cadre de développement urbain et architectural qui est actuellement extrêmement contraint. Marion l'a un peu évoqué aussi tout à l'heure. Il faut libérer cette capacité à générer des idées, à créer des communautés, à vraiment pouvoir tout simplement innover. Nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On utilise le jeu, par exemple. On a développé un jeu de Urban Design Thinking qu'on utilise pour accompagner la programmation et sortir de cette checklist de l'innovation sur les appels à projets innovants. On retrouve toujours les mêmes concepts. Et par le jeu, on arrive justement à libérer les capacités d'imagination des partenaires. La deuxième notion, ou deuxième valeur, c'est celle d'intuition. Et pour moi, l'intuition, c'est vraiment ce qui exprime le mieux ce lien entre l'humain et son environnement. Et c'est pour ça que je pense que c'est une grille de lecture super intéressante en termes de transition écologique. C'est la capacité de l'humain à capter des signaux environnementaux, sociétaux, et à pouvoir s'y adapter, les anticiper, les gérer. Et c'est pour ça que l'intuition, ça me semble être quelque chose qu'on a peut-être oublié et qu'il faudrait remettre au cœur de ces processus de développement, qui doivent être d'ailleurs beaucoup plus axés sur l'humain et sur des ressources qui sont immatérielles, comme par exemple le temps, les émotions, les perceptions. Et j'en ai parlé tout à l'heure, le collectif City en neurosciences et urbanisme s'intéresse justement à quantifier ces émotions parce que maintenant, on a les outils pour le faire. Et là, il y a des croisements super intéressants à faire avec l'architecture et l'urbanisme. Et la dernière valeur, c'est celle d'expérimentation, qui évoque plutôt cette liberté de tester, d'échouer. On a vu le laboratoire éphémère d'innovation urbaine Grind tout à l'heure. Je pense que c'est une notion qui est très liée à celle de profit et de perte, donc de risque, mais finalement à la notion de valeur urbaine. Et je pense qu'elle est là, en fait, c'est la question essentielle. Comment est-ce qu'on génère de la valeur urbaine? Comment est-ce qu'on la quantifie? Et il me semble vraiment important de pouvoir développer des critères d'analyse, de mesure de cette valeur urbaine qui est générée. Parce que vous l'avez vu dans l'exemple Mawoneng, elle a été générée de manière très, très, très différente. Mais je pense que c'est une interrogation qui doit être partagée par d'autres membres du panel. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci Alice. Donc effectivement, l'expérimentation, ces dernières années, il y a eu un développement assez massif de l'occupation temporaire en France, qui est une forme d'expérimentation parmi d'autres. Je sais qu'il y a des visites prévues cet après-midi et demain matin au Grand Voisin, dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Nicolas Détry, qui est le fondateur de Yes We Camp, et qui a donc animé ce site des Grands Voisins et créé cette expérience urbaine absolument incroyable. Alors il faut savoir que Yes We Camp, ça ne se résume pas bien sûr aux Grands Voisins. J'ai eu la chance d'aller au lancement de Foresta à Marseille, qui est un site incroyable
entre les quartiers nord, l'autoroute et la mer. Et je pense qu'on a absolument besoin de collectifs comme Yes We Camp pour sortir de la ville générique, pour créer des communautés et pour créer des nouveaux liens, tout simplement, entre les urbains. Donc je le laisse raconter son expérience un peu originale dans le monde de l'urbanisme. Bonjour, merci Marion de cette belle introduction. J'ai vu le programme d'aujourd'hui, Immobilier en transition. J'ai vu que dans l'organisation globale du colloque, on parlait de beaucoup de matériaux, de matières premières, d'écologie systémique. Et pour cette petite intervention, je voudrais parler d'une autre matière première que Alice Cabaret a bien introduite, c'est le temps. Le temps des gens, c'est les gens. En fait, comment est-ce qu'on utilise, on fabrique la ville avec des matériaux, avec des circulations, mais la manière dont elle va fonctionner, ça repose sur l'implication, le temps qui pourra être donné par ceux qui pratiquent ces espaces. Et le temps de ces gens, ça peut fabriquer une capacité collective. Et à Yes We Camp, c'est ce qui nous anime depuis 5 ans qu'on existe, c'est cette notion de capacité collective. C'est le fait de réussir ou non. Quand on vit côte à côte dans des espaces en ville, dans des espaces urbains, quelle sera notre efficacité collective du fait d'être côte à côte ? Je pourrais prendre l'image d'une grande colocation. On pourrait imaginer ensemble qu'un quartier soit une grande colocation et de se demander comment est-ce qu'on pourrait transposer ce qui se passe à l'échelle d'une colocation avec les services naturels qu'entre colocataires on peut se rendre les uns aux autres de manière très naturelle. Comment est-ce que ça pourrait exister à l'échelle d'un quartier avec du coup des services rendus les uns aux autres qui touchent à toutes les tâches quotidiennes pour lesquelles on doit, il faut se nourrir, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper des plus vulnérables. Et si on pousse le raisonnement, on peut se dire que toutes ces tâches nécessaires qui aujourd'hui sont intermédiées systématiquement par le marché, par des solutions de marché ou par le service public, trouver d'autres formes de collectivement se fabriquer ces services réciproques. Donc avec vraiment une approche d'écologie systémique aux grands voisins. Tout à l'heure je montrerai des photos, on avait de l'aquaponie, donc il y a les poissons, il y a les plantes et ça marche ensemble. On ne peut pas présupposer que les poissons et les plantes communiquent ou se disent bonjour ou merci tous les jours, mais ils dépendent les uns des autres. Et c'est les notions qu'on essaye de travailler. Une autre manière si on essaye de quantifier un peu tout ça, si on se dit que chaque Français actif et non grabataire, si on prend 1 heure de son temps par mois, 1 heure par mois, ça représente 350 000 équivalents temps plein, 350 000 emplois, c'est 2 fois plus que la SNCF. Et si on a 1 heure par semaine, ça fait 1,4 million d'emplois d'équivalent temps plein pour éventuellement se demander comment est-ce qu'on améliore notre vie de chaque jour. Et encore une autre manière de le dire, j'imagine souvent que si on prenait 100 êtres humains et on les met dans une forêt, ils arriveraient probablement à s'organiser assez bien pour justement s'occuper de construire des cabanes, faire à manger. Et ce regard, moi je l'ai un peu construit... Avant, je travaillais aux ateliers de Cergy, c'est une structure qui organise des ateliers de créativité sur l'urbanisme, beaucoup à l'étranger. Et en visitant ces villes de pays du Sud, où je voyais où l'approche d'urbanisme voulait mener souvent à devoir reconfigurer des quartiers, enfin détruire des quartiers entiers, pour ensuite les transformer avec des choses plus modernes en termes de système d'assainissement. Mais finalement, ça cassait une forme d'organisation sociale très forte qui se bâtit sur des décennies, avec une place du travail notamment, la place du travail, la place de l'artisanat, comment est-ce que les enfants circulent au milieu de ces quartiers plus populaires. Et en tout cas, quand c'est rasé, qu'on le transforme par des quartiers davantage fonctionnels, davantage sectorisés, on perd quelque chose. C'est des valeurs d'usage. J'ai été très marqué, moi, quand j'ai visité à plusieurs reprises la jungle de Calais, par aussi ces formes d'organisation spontanée, je ne sais pas, mais une forme d'efficacité collective dans un endroit avec tous ces êtres humains qui vivent côte à côte. Alors justement, la question qu'on va se poser après, c'est comment est-ce qu'on peut déclencher cette
cette attitude efficace, cette capacité collective, ou si on veut le dire en creux, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que les trajectoires individuelles, enfin la projection de chacun dans chaque jour ne soit moins centrée sur soi, arrêter de croire que le bonheur ça se fabrique pour tout seul et échapper à la mécanique de notre époque qui nous pousse à être surtout avec une attitude passive et consumériste. Donc l'enjeu c'est d'attraper une sorte de point de bascule à l'intérieur de chacun pour donner de la place à la petite voix qu'on a probablement tous au fond de nous et qui nous dit je suis prêt à m'exposer davantage, j'ai envie d'aller rencontrer des personnes que je ne connais pas aujourd'hui, que je ne croise pas. J'ai envie d'apprendre des choses que je ne sais pas. Mais c'est compliqué de franchir le pas parce qu'on a peur du jugement de l'autre, parce que ce qui domine, c'est des sentiments de défiance les uns envers les autres, c'est des sentiments d'impuissance aussi, ou alors on a toujours l'impression que quelqu'un sait qu'on n'a pas le droit de faire, ou que quelqu'un sait mieux faire que nous. Ce déclenchement, on voit qu'il arrive à être franchi dans des situations d'urgence, ou de dénuement manifeste quand il y a une catastrophe naturelle, quand à côté de chez moi à Marseille, j'habite à Marseille, quand les immeubles se sont effondrés à Noailles, il y a toute une solidarité de quartier qui s'est organisée. Quand il y a les migrants qui dorment à Porte de la Chapelle, il y a toute une solidarité qui s'organise autour d'eux. Mais à ce moment-là, comment est-ce on peut essayer de transformer les choses pour que ce déclencheur de capacité collective, de soucis des uns des autres, d'implication volontaire, il ne soit pas seulement dans des situations de crise, mais qu'il soit un déclenchement positif. Et alors là, j'en viens à ce qu'on fait avec Yes We Camp. On fabrique ces déclenchements et notre technique pour le faire, c'est d'utiliser des espaces dédiés. Avant de transformer une planète à 9 milliards d'êtres humains en se disant qu'on peut vivre les uns les autres différemment dans notre écosystème Terre, on va essayer de le faire par des petits bouts. Donc ces espaces dédiés que nous investissons avec l'équipe, et je vais vous dire un peu après comment est-ce qu'on les transforme pour générer cette capacité collective. Souvent, ce sont des friches, des terrains vagues non utilisés ou des bâtiments inoccupés. Ça pourrait être ailleurs, mais là, le fait d'utiliser la vacance, les interstices, nous permet d'avoir ces espaces gratuitement et de sortir de la logique de rentabilité foncière et immobilière pendant un temps donné. Donc ces espaces, nous on vient, on les transforme à peu de frais, on crée une sorte de décalage, on essaye de faire en sorte pour que quand on rentre dans ces espaces, le simple fait d'y aller, on ressent qu'il y a quelque chose de différent, ça nous change un peu nos repères, on sent que les règles du jeu sont différentes et on vient réveiller ces envies d'implication volontaire dont on présuppose qu'elles existent chez chacun. Et ensuite, on a mis les ingrédients et on navigue un peu à vue. Je vais vous montrer des photos des grands voisins, je vais vous montrer des photos du projet Foresta que Marion a cité, et puis aussi quelques photos de notre premier projet à Marseille où on est né, Yes We Camp, à l'occasion de la capitale européenne de la culture. Et à chaque fois, vous pourrez voir que les contextes sont très différents. Parfois on est dans du bâti, parfois on est dans des terrains vagues, mais il y a toujours des ingrédients qu'on retrouve qui vont être la place de l'art, toujours travailler avec des artistes pour y mettre quelque chose un peu twisté, du décalage, du panache. Le fait de nommer, effectivement, comme un boneng, il faut choisir des noms. Le nom Grand Voisin, on a pris quelques mois pour le choisir. Il faut fabriquer un récit qui puisse embarquer les personnes. Créer des outils mutualisés. Mettre bien sûr une gouvernance partagée pour que la possibilité de projection dans cet espace, elle puisse se transformer en réalité, que moi, avec ma personne, si j'ai une idée, elle puisse être écoutée rapidement, qu'on puisse rapidement me répondre et que je puisse co-fabriquer ce qui est proposé. Et peut-être deux choses les plus importantes, c'est structurellement avoir une mixité, avoir une juxtaposition structurelle de publics différents. C'est manifeste au Grand Voisin et j'y viens tout de suite. Et la part d'indétermination. Nous, quelque part, on devient un peu les maires de ces micro-villages et notre travail, ça va être en permanence de faire des règles pour que les choses accélèrent, d'être assez... on a une forme de direction éditoriale assez forte dans ces projets et en permanence, il faut aussi laisser de la place et que les choses nous échappent. Et plus elles vont nous échapper, tout en allant dans une trajectoire de valeur qui nous convient, et plus le projet est réussi. Alors les grands voisins, il y aura des visites cet après-midi, peut-être que des personnes connaissent, c'est assez grand, c'est dans le 14e à Paris, c'est un ancien hôpital, ça fait 4 hectares, l'emprise
l'emprise au sol, il y a 44 000 m² bâtis, l'hôpital part, la ville rachète pour faire un quartier de logement, donc situation très très classique. Et entre-temps, voilà, de se dire comment utiliser avec générosité, avec utilité, avec audace ces espaces temporairement vacants. La mixité structurelle de public, elle se fonde avant tout sur la présence de travail social. Il y a l'association Aurore qui a plusieurs centres d'hébergement d'urgence, de stabilisation sur site. Ils ont eu jusqu'à 400 personnes vulnérables, 400 personnes réputées indésirables en centre-ville, c'était leur maison, enfin ils habitent ici, et avec en plus un foyer de migrants travailleurs Coalia. Donc voilà, au maximum, il y a eu 800 personnes qui dormaient ici, des personnes qu'en général on relègue plutôt en périphérie, qui se retrouvent ici au cœur de Paris. À côté de ces personnes en situation d'accueil social, on a utilisé d'autres espaces disponibles de l'ancien hôpital pour accueillir des structures. Donc avec la coopérative Plateau Urbain qui a très bien géré tout ça par des appels à projets successifs. En gros, il y a eu 9000 m² occupés par jusqu'à 250 structures. Donc c'était plus de 1000 personnes qui venaient tous les jours travailler, avec des espaces de coworking, beaucoup de structures qui travaillent dans l'ESS, sur l'insertion. Et au final, c'est devenu une petite ville avec beaucoup de monde. Notre part à nous, Yasukamp, ça a été aussi d'attirer du public, donc, pour cohabiter avec le travail social et avec les activités économiques. Il y a plein de manières de le faire. Dans un même espace, on peut avoir le soir des concerts très festifs avec du coup plutôt une population jeune, et puis un peu plus tôt des clubs. Voilà. Donc je passe des photos sans forcément commenter, mais ça donne une idée comment en quelques mois un espace s'est transformé, et notamment une fois qu'on a structurellement des populations différentes, de jouer des espaces extérieurs qui sont des bons espaces pour que chacun puisse se sentir légitime, et qui deviennent l'endroit de fabrication de cette capacité collective. Je passe, mais l'idée c'est de se dire que le processus compte plus que le résultat, la manière dont on fait les choses, la manière dont les autres vont pouvoir s'impliquer dans la conception, la réalisation. C'est vrai de la cuisine, de fabriquer les affiches, fait que la tonalité est différente. Quelques images de Marseille, Foresta, voilà, on est au milieu de 8 quartiers prioritaires de la ville où il y a eu beaucoup d'argent public dépensé via des opérations en rue, sans forcément changer la vie des gens. Et il se trouve qu'il y a ce grand terrain vague de 16 hectares qui sont les remblais de la construction du centre commercial qui sont disponibles. Donc là, c'est intéressant, on est en phase de début de projet, donc de récit. Ce qu'on doit faire, c'est poser des questions aux gens, à tous les riverains, aller les voir un peu un par un. Et vous, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce terrain qu'on a depuis... pour lequel on a signé pour 8 ans. Là maintenant, on va construire des premiers bâtiments pour avoir un socle minimum, pour avoir de l'eau, se changer, des bureaux, Internet. Mais avant ça, on a campé sur site, organisé des événements, beaucoup écouté, et pour fabriquer cette matière qui va donner envie d'y passer du temps. Et dernières images, je vous l'ai dit, voilà, je vais passer assez vite, mais notre premier projet où on avait déjà en fait écrit ces valeurs d'hospitalité, créativité, capacité sur un terrain tout au nord de Marseille, à l'Estac, et pour lequel, sans aucun financement, on a raconté l'histoire qu'on pouvait fabriquer une ville utopique éphémère, et on a eu des dizaines de constructeurs qui sont venus de toute l'Europe pour construire avec tout. Et voilà, d'une dalle de béton, c'est devenu un endroit assez fertile, de plein de manières, avec 200 personnes qui dormaient chaque jour, avec des artistes, des riverains, des touristes. Et à chaque fois, l'enjeu, c'est de faire plateforme, de dire, voilà, on est là, qu'en pensez-vous? Enfin, venez vous emparer de ce qui existe ici. Donc pour les suites, ce qu'on peut imaginer... ça donne envie de moins construire quelque part et de mieux utiliser tous ces espaces disponibles, tous ces habitants disponibles, tous ces centaines de milliers d'équivalents temps plein qu'on pourrait utiliser si on arrive à raconter la bonne histoire, à créer les bons endroits pour que les gens puissent s'impliquer. Ça invite à porter un regard différent sur des quartiers populaires, sur des situations qu'on estime problématiques du premier abord et sur lesquelles on va mettre des opérations de transformation urbaine en les regardant différemment. Quand le gouvernement a enlevé la ZAD, je me suis dit, je comprends qu'il fallait
à Notre-Dame-des-Landes. Je comprends qu'il fallait agir, mais je me suis dit une autre manière, ça aurait été d'en faire une par département, de dire ok, bah, on ne peut pas être une zone de non-droit, mais il y a de l'expérimentation en termes de construction, de démocratie locale, et bah, on la multiplie et on fait un comité national d'évaluation de ce qui se passe pour que ça reste sous contrôle. Voilà, après, ça donne envie de fabriquer des régies communes de quartiers pour que c'est commun, donc tout ce qu'on essaie de nous développer, donc qui n'appartiennent à personne, mais dont tout le monde peut faire usage. Comment je ne crois pas que le marché sache les créer, je ne crois pas que le service public sache les créer non plus. Je ne crois pas à l'injonction de « citoyens, organisez-vous vous-même ». Il faut trouver quelque chose d'hybride entre tout ça, avec probablement des nouveaux métiers d'activateurs, de régisseurs des communs, de conciergerie de transition qui puissent mettre à disposition du matériel, être à l'écoute. Et on travaille dessus sur Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, et puis peut-être un dernier enseignement qui est sur le travail social, sur l'hébergement des plus faibles, que ce soit des migrants, des SDF. On voit que mettre des dispositifs d'accueil en cœur de ville, ça fonctionne assez bien. Quelque part, c'est parce qu'il y avait l'association Aurore et ses 400 anciens SDF que le projet a pris une ampleur, une attractivité spécifique avec les grands voisins. Donc c'est une bonne leçon que tout le monde doit digérer, aussi bien les organismes qui font du travail social, toujours coupler travail social avec des activités hybrides, et les aménageurs, les gens qui fabriquent la ville, qui décident les fonctions, d'être capable d'absorber, le cœur de ville a la capacité d'absorber beaucoup, et notamment les personnes aux trajectoires plus fragiles. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Donc notre dernière intervenante peut témoigner de l'entrepreneuriat et d'une transition personnelle. Je pense que c'est important d'en parler aussi, puisque quand je l'ai rencontrée, elle travaillait au commissariat général à l'investissement, donc elle attribuait des fonds publics à tout un tas de projets, et ça lui a donné envie de lancer son propre projet. Et je pense qu'on est tous amenés à un moment dans nos vies à avoir cette envie, et du coup c'est intéressant d'avoir le récit de ceux qui ont franchi le pas. Séverine Chaput a monté un projet assez incroyable qui s'appelle Barge et Berge, qui est lauréat de l'appel à projet Réinventer la Seine, et qui présente une nouvelle manière d'occuper le fleuve et d'occuper plusieurs villes en même temps, puisque c'est un projet entre Paris et Le Havre. Donc voilà, Séverine, je te laisse présenter ça en 10 minutes. Merci Marion. Merci pour l'introduction et puis merci beaucoup pour les interventions précédentes. On avait déjà initié un certain nombre de liens et on voit bien les connexions. Je vais effectivement vous parler de ce projet et puis vous dire quelques mots de la manière dont pour moi, il est né, il a grandi, parce qu'en fait, il est né de différentes expériences successives. Cette image que vous avez en fond, en fait, c'est une image, une photo de Dakar, parce que la première graine du projet, elle est dakaroise. J'y travaillais pendant une petite année, l'année où le pays s'apprêtait à accueillir le Congrès musulman mondial. Et donc, il y avait un programme assez ambitieux qui avait été lancé pour développer des hôtels haut de gamme, des hôtels de luxe, pour répondre à l'afflux très ponctuel de congressistes, sachant que ce n'était pas une offre qui existait à Dakar, en tout cas suffisamment. Et le programme a pris beaucoup de retard, et à quelques semaines de l'événement, on voyait bien que ces hôtels ne seraient pas terminés, et beaucoup des pays organisateurs ont affrété des paquebots qui, pendant le temps du congrès, étaient dans la rade de Dakar et ont accueilli ces congressistes. Cette image m'a marquée parce que finalement le congrès s'est somme toute assez bien passé, mais le bilan économique était plus que douteux parce que beaucoup de ces hôtels haut de gamme n'auraient pas eu vocation à être remplis au terme du congrès. Parce que c'était des grues et du béton qui coulaient, alors que par ailleurs il y avait une vraie demande de logement dans cette presqu'île de Dakar très contrainte qui n'était pas satisfaite. Et puis en termes de bilan carbone, les paquebots ont fait quand même un peu mieux. Et pour autant, cette image de la rade de Dakar avec tous ces bateaux-là m'est restée en mémoire en me disant finalement on esquisse quelque chose d'intéressant, à savoir une réponse éphémère qui apparaît et disparaît pour un besoin ponctuel. C'est un peu un soubresaut de la ville avec une capacité à l'absorber par ce type de réponse-là. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui dans d'autres événements, notamment les JO, dans cette réflexion. Puis quelques années plus tard, j'ai été embarquée avec d'autres amis et d'autres partenaires dans un projet qui est le projet BUD. Beau, utile, durable, un peu présomptueux comme nom, mais en tout cas, c'est ce qui nous a porté comme ambition.
Gilles, que vous voyez sur la photo, c'est un artisan, menuisier, charpentier, basé à Gisors, donc en Normandie, qui a connu une très longue période de chômage. Et en fait, c'est grâce à lui qu'on a monté le projet Bud. C'est lui qui nous a fait découvrir vraiment la filière bois en Normandie. Moi, j'ai découvert ce monde-là. J'ai découvert la richesse de nos forêts, notamment la forêt de Lyons, qui est éco-gérée et donc un vrai savoir-faire. Mais aussi toutes ces scieries, souvent familiales, qui les unes après les autres ferment parce que le modèle économique est de plus en plus questionné. Ça devient finalement plus rentable d'exporter des grumes à l'autre bout du monde plutôt que de les retraiter et d'avoir cette première transformation. Et puis des artisans qui, comme Gilles, ont un vrai savoir-faire et des carnets de commandes qui ne leur permettent pas de vivre correctement. Et donc on a monté Bud, qui est une plateforme qui met en lien finalement des idées et une capacité à concrétiser, qui met en lien des artisans et des designers qui peuvent avoir des idées fantastiques mais pas d'outils de production, et des artisans qui eux ont l'outil de production, le savoir-faire, et on les met en lien pour développer un certain nombre de produits qu'on voulait beaux, utiles et durables, donc plutôt des tables, des mobiliers vraiment très meublants d'appartements. Ça a très bien fonctionné, il y a eu un capital sympathie intéressant autour de ce projet-là. Et plutôt que d'inciter nos clients, ceux qui voulaient nous acheter ces produits, à venir avec leur voiture individuelle en Normandie, à Gisors, récupérer leurs biens et repartir, on leur a proposé d'attendre un peu plus, mais de bénéficier de commandes groupées et de livraisons groupées organisées par le fleuve. Donc on a organisé plusieurs séries d'événements. Je reste un moment sur cette image-là parce qu'en fait, ça fait le lien avec Barges et Berges. Et ces événements qu'on a organisés en affrétant des Fraissinet pour livrer les meubles, en fait, moi, ça m'a fait prendre conscience à quel point le fleuve était un territoire fédérateur, territoire d'initiative, territoire à réinventer complètement pour créer du lien entre les territoires, créer du lien entre les gens. Il y a une vraie festivité autour du fleuve. Et c'est à peu près au même moment que le concours Réinventer la Seine a été lancé. Ce concours Réinventer la Seine, là aussi, c'était une initiative avec d'autres. Je n'ai pas cité sur Bud l'initiateur du projet, et au départ beaucoup un designer qui s'appelle Jean-François Marcheguet. Et sur Réinventer la Seine, pour moi, c'était aussi une initiative amicale au départ, avec un partenaire qui est Julien Palanga, qui est assistant maîtrise d'ouvrage, et Uli Zeher, qui est architecte avec BRS comme agence. On s'est dit, prenons Réinventer la Seine, vraiment au pied de la lettre. Donc pas un territoire, un site qu'on va transformer et sur lequel on va proposer un projet immobilier, mais comment est-ce qu'on peut, à notre modeste échelle, avec notre réflexion, incarner cette Seine de Grand Bac de Paris au Havre. La réflexion qu'on a voulu avoir, c'était de se dire, finalement, comment est-ce que, à la fois, on connecte les territoires, Paris, Rouen, Le Havre, mais aussi comment est-ce qu'à l'échelle de chaque site, on va connecter les berges, la ville, avec son fleuve. Et on va articuler les deux. Et la réponse qu'on a proposée, c'est finalement comme un jeu de Lego, c'est de se dire on va avoir un ensemble de barges avec vraiment la structure classique acier, réhabilitée avec une superstructure bois, conçue, bâtie en filière courte. Chacune des barges proposant une programmation différente, l'une vraiment dédiée au sport, des équipements sportifs, sport en salle, etc., qui peut s'ouvrir sur le fleuve, l'autre de co-living, l'autre encore de restauration très associative. Et avec ce jeu de barges qui chacune aura une adresse, on va pouvoir les permuter pour venir réinventer ce qui se passe sur un même lieu. Chacune de ces barges est finalement un élément d'une programmation plus large, plus mixte, plus complexe. Et on vient animer ce qui se passe sur la berge avec ce petit bout de programmation qui est intervertible, permutable avec un autre. Et on vient animer et donner de la profondeur à ce qui se passe sur la barge grâce à la berge. D'où ce projet de Barges et Berges qui pour nous fonctionne vraiment en binôme et sur la durée des territoires. Cette image que vous avez là, elle est un peu simpliste, mais c'est l'idée de se dire, sur l'un des sites sur lesquels on s'est positionné, à savoir les bassins historiques au Havre, qui a vocation à devenir vraiment un cœur de campus, tout simplement, on ne vit pas de la même manière en plein milieu de l'année académique,
en octobre, en novembre, quand tous les étudiants sont là, qu'on a un besoin de lieux associatifs, de tiers-lieux, de Fab Lab, etc. Et pendant l'été, où les étudiants ont déserté le site, mais pour le coup, il y a beaucoup de croisiéristes, beaucoup d'activités. Cette saisonnalité-là, on l'a un peu perdue dans nos cadres très urbains, très bâtis, très bétonnés. Comment est-ce qu'on la recrée grâce au fleuve, grâce à la mobilité, grâce à cette capacité à faire venir une barge, la faire repartir et créer toute une narration autour de cette ambition. L'autre site sur lequel on a réfléchi est juste à côté, Port de Tolbiac. Donc un site que moi je trouve absolument passionnant parce que cœur urbain, entrée de ville, aujourd'hui encore très industriel, un vrai enjeu de se dire comment est-ce qu'on pense sa transition tout en respectant les activités industrielles qui ont lieu d'être et qui sont présentes là. Et là aussi, quand on pense à aujourd'hui, novembre, on ne vit pas le site de la même manière avec les cimentiers qui fonctionnent, l'université qui fonctionne, etc., qu'en plein été où on a une dimension plus touristique. Et donc c'est de se dire comment est-ce qu'on connecte les deux et on crée du lien. Les besoins du Havre peuvent être complémentaires de ceux de Paris à différentes saisons. Et cette idée-là, nous, ce qu'on souhaite, c'est la pousser plus loin en se disant, plus on aura de sites finalement sur la Seine, plus on aura d'adresses, plus on pourra enrichir ce jeu de barge d'une programmation différenciée et jouer de ces permutations pour créer des activateurs de sites, de l'animation. Et c'est vraiment l'ambition qu'on porte aujourd'hui sur la Seine et on l'espère peut-être sur d'autres fleuves demain. Quelques images, quelques idées qui nous ont guidés dans le projet, c'était vraiment de se dire, sur un lieu, on connecte les rives et le fleuve avec des espaces où travailler, habiter, se retrouver, ludique, et le faire dans un même lieu, penser dans sa mixité. Donc, quelques images qui illustrent aujourd'hui un des enjeux qui continue de nous occuper, puisque c'est un projet qui a été désigné lauréat de Réinventer la Seine en 2 étapes. D'abord le Havre qui a fait ce choix, puis les équipes parisiennes, Port de Paris, avec un soutien fort des collectivités sur tout le projet et qui s'est fait un peu plus tard. Et on est toujours dans des phases dont on pourrait dire quelques mots d'ailleurs de développement et d'essayer de le sortir de terre concrètement. Donc quelques perspectives qui illustrent cette mixité. Pour faire le lien avec la présentation qui a été faite par Nicolas tout à l'heure, on a une vraie réflexion aussi sur la manière dont on peut retraiter les déchets de ces barges, les intégrer dans des jardins qui sont des jardins partagés, des lieux de vie. Et on avait eu l'appui de Topager dans cette réflexion initiale. Des barges qui sont plus festives et plus ludiques au Havre. Et puis pour faire le lien avec ce que Nicolas évoquait, Yes We Camp, qui est l'un de nos partenaires depuis le début. Et finalement, on a voulu ce projet de Barge et Berge comme un lieu d'accueil, de talents, d'idées. Et Yes We Camp en faisait complètement partie. Et c'est aussi pour moi une des leçons que je retiens. On a pensé ce projet comme un projet résilient. On a travaillé sur son empreinte environnementale avec des filières courtes, avec des constructions en bois, avec l'utilisation du fleuve. Mais finalement, c'est aussi notre écosystème de partenaires qui doit être résilient. Résilient d'abord parce que c'est un peu un parcours du combattant, de ne pas lâcher. Ça fait à peu près 30 mois qu'on est dessus. Et donc il faut des partenaires qui sont solides, qui continuent de nous accompagner, qui ont cette envie-là, cette générosité-là, parce que Barge et Berge est né de ce projet, donc on est une petite structure et il faut continuer de le faire vivre. Je ne vais pas citer tous les partenaires, mais un de ceux, par exemple, qui a vraiment une valeur clé pour nous, qu'on avait peut-être sous-estimé au départ, qui est l'étude Chevreux, parce que derrière ce projet, cette mobilité, le fait qu'il y a des propriétés éphémères, des usages éphémères, il y a tout un enjeu d'ingénierie juridique et financière, de montage. Et l'étude Chevreux a été l'un de nos partenaires gracieux, d'ailleurs, depuis le début, pour presque faire de la R&D avec nous sur ce thème-là. Et puis pour conclure, parce que c'est aussi l'exercice qui nous était demandé de parler de nos parcours, moi ce projet je le conduis en parallèle de fonctions assez récentes pour moi parce que j'ai rejoint BNP Paribas Real Estate. Et ça, à titre personnel, ça m'interroge aussi. Moi j'ai toujours travaillé dans le domaine de la ville. Marion le disait rapidement, que ce soit dans le privé, dans le monde de la construction, puis dans le public pour accompagner l'innovation et la soutenir de manière entrepreneuriale et là dans un groupe plus institutionnel.
Ce qui me paraît absolument fondamental, c'est de dire que chacun, dans nos fonctions, on a une exigence de qualité, et que cette exigence, elle s'inscrit dans la durée. Dans la conception, dans cette réflexion amont, dans l'exécution et aussi dans la gestion. Ce que disait Nicolas sur la manière dont les lieux vivent, dont on pense cette transition. Et pour moi, en tout cas, à titre personnel, c'est absolument essentiel de se dire que quelle que soit notre casquette, quelle que soit la taille de l'organisation dans laquelle on opère, on doit porter ces mêmes valeurs, ces mêmes exigences de qualité urbaine. Et cette échelle de temps, c'est notre engagement, aussi bien que cette échelle de ville qu'on doit bâtir ensemble. Merci beaucoup Séverine, merci aux 4 intervenants. J'espère que ces récits vous ont inspiré et qui vous donneront beaucoup d'idées et d'envie. Bonne journée à tous. Et on remercie bien évidemment Marion qui est la créatrice de ce format. Merci à tous d'être là.